Alors, j'inviterai d'abord M. Jean Falaise. Est-ce qu'il est dans la salle? Madame Karim? Pardon? Ah, est-ce que M. Guillon est dans la salle? Bonsoir, monsieur. Alors, je vous invite à vous présenter. Bonsoir, M. le Président, Mme le Commissaire. Pouvez-vous rapprocher du micro pour qu'on vous entende mieux, s'il vous plaît? Monsieur le Président, Madame la Commissaire, bonsoir à tout le monde, messieurs, dames. Alain Guillon, je suis le coordinateur régional du Centre du Québec pour le RVHQ. Je suis le président du comité citoyen sur les gaz de schiste de Victoriaville. Je fais cette présentation pour 3 demandes d'audience publique. Celle de la région Centre, celle du comité citoyen sur les gaz de schiste de Victoriaville et celle du comité citoyen de Durham-Sud. Donc, de M. Jean Falaise. La demande d'audience publique pour le projet de gaz métro avec Bécancour repose sur l'inquiétude des citoyens qui se sont réunis en comité afin d'essayer de comprendre là ou les raisons de ce projet. Un réservoir de 45 millions pour une utilisation de 100 heures par année de la centrale de TransCanada, et déjà des points d'interrogation commençaient à apparaître. Le projet de stockage de regazéification de gaz naturel liquéfié n'annonce pas la production d'électricité au Québec avec le gaz naturel produit par fracturation. Cette méthode dangereuse et controversée qui mobilise les citoyens depuis 5 ans. Puisque nous savons maintenant que c'est la remise en production de la centrale qui est l'enjeu, cette centrale doit certainement être remise en état avant sa mise en production. Quels seront les coûts de cette remise en état et qui va les assumer? Favoriser la production de gaz naturel par fracturation et baisser notre production de gaz à effet de serre, est-ce compatible? Les citoyens ont beaucoup de questions. La quantité de GES produite dans le cycle de vie du gaz utilisé. Est-ce que le projet répond aux 16 principes de la loi sur le développement durable? Est-ce la solution la plus rentable pour l'avenir? Quelles sont les autres alternatives à ce projet et ont-elles été étudiées? La fluctuation du prix de gaz et rentabilité du projet. Combien nous coûteront ces quelques emplois créés? Pourquoi devrions-nous construire un réservoir si la centrale est remise en fonction alors que le réseau d'alimentation de gaz métro est déjà installé? Quelles sont les ententes entre Hydro-Québec et TransCanada pour le paiement de l'indemnité par les contribuables et les clients d'Hydro-Québec? Je vous remercie de nous permettre de poser nos questions par votre intermédiaire lors de ces audiences publiques. Merci, M. Guillon. J'appellerai maintenant M. Marc Brumans du comité Vigilance Hydrocarbures Trois-Rivières. Bonsoir, M. Brumans. Bonsoir, Monsieur le Président. La lettre du 6 mai 2016 est adressée au ministre David Hurtel, comme il se doit. Monsieur le ministre, par la présente, le comité Vigilance Hydrocarbures de Trois-Rivières demande un examen par audience publique du projet apparaissant si haut. Plusieurs membres de notre comité se sont présentés aux séances d'information du 8 juillet 2015 et du 13 avril 2016 et nombre de nos questions sont demeurées sans réponse. Lors de la séance du 13 avril, à force de questionner le promoteur, nous avons toutefois appris quelques éléments nouveaux par rapport à ce que nous savions en 2015. Ainsi, avons-nous appris que les camions-citernes transportant le gaz naturel liquéfié emprunteraient l'autoroute 40 et le pont La Violette et qu'il n'existe pas de scénario du pire ou de procédure d'urgence si d'aventure un accident se produisait à l'entrée nord du pont La Violette à Trois-Rivières et où se trouvent déjà des installations de gaz métro. Notre comité ayant pour mission de parer à toute augmentation de transport de combustibles fossiles sur le territoire de la ville de Trois-Rivières, vous comprendrez dès lors notre intérêt à ce que des audiences publiques aient lieu, et ce, afin que nos concitoyens puissent correctement appréhender les impacts du projet de gaz métro solution. Outre la demande de tenue d'audience publique, nous aimerions aussi que le mandat de ces audiences soit élargi. Lors des séances d'information, il nous est clairement apparu que le projet, dont le promoteur est officiellement Gaz Métro Solutions, semble être plutôt une commande de la Régie de l'énergie du Québec
qui implique deux autres joueurs majeurs, TransCanada et Hydro-Québec, et auquel on peut encore ajouter sans doute la compagnie mère Gaz Métro. Nous nous retrouvons donc avec une petite partie d'un projet d'ensemble dont il est difficile de deviner les contours à partir des seuls éléments que nous retrouvons sur le site du BAP. Nous avons demandé par exemple quels étaient les impacts de la centrale de la Romaine sur le projet, ou encore pourquoi la puissance de la centrale de TransCanada était bridée à 325 MW les premiers hivers, ou encore quelles étaient les sources permettant de prévoir un accroissement de la pointe hivernale d'électricité au Québec. Devant nous, Gaz Métro Solutions et SNC-Lavalin ne pouvaient répondre à ce genre de questions. Nous avons appris également que Gaz Métro Solutions ne mesurait pas en continu le gaz méthane à proximité du lieu de stockage. Lors de la présentation du projet, le promoteur s'est contenté d'une évaluation des émanations fugitives de l'ordre de 250 tonnes d'équivalent CO2 par année, soit un volume de méthane de 10 000 mètres cubes. Ramené en part relative par rapport à la consommation annuelle de gaz naturel de la centrale de TransCanada, environ 14 millions de mètres cubes, nous obtenons une part relative de 0,07 %. Nous aimerions contester les avancées du promoteur à ce sujet. Nous signalons en outre que le Canada et les États-Unis ont convenu récemment d'un plan visant à réduire les émissions de méthane des installations gazières et pétrolières. Ce projet les augmentera assurément et nous aimerions que le MDD-ELCC, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, traite de cette question lors de ce BAP, avec les formulations d'usage. Merci. Je vous remercie, M. Brevans. J'appellerai maintenant un autre requérant, M. Robert Beaulieu. Voilà. Bon, alors M. Beaulieu, me dit-on, n'est pas là. Alors, j'inviterai Mme Françoise Brunet et M. Raymond Croteau. Ah. Merci. C'est plus tard. C'est Mme Carole Dupuis qui va présenter à leur place. D'accord. Alors, Mme Dupuis, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bonjour, bonsoir, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames, Messieurs. Je vais baisser le micro un petit peu pour être plus vis-à-vis. Oui, merci. En fait, je vous parle au nom des personnes que vous avez nommées et du regroupement Vigilance Hydrocarbures. Donc, je vais vous lire la lettre que le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec a fait parvenir au ministre Heurtel le 4 mai 2016. S'il y a certaines répétitions, vous me pardonnerez. Monsieur le ministre, lors de la séance d'information tenue à Bécancour le 13 avril dernier, les représentants du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec ont tenté de connaître les motivations et visées du promoteur Gaz Métro Solutions Énergie en ce qui concerne le projet en titre. Nos membres étaient aussi présents le 8 juillet 2015 à Bécancour et en étaient presque venus ce jour-là à se demander si le promoteur était bien Gaz Métro Québec, tant les réponses étaient redirigées vers des intervenants absents tels Hydro-Québec, TransCanada ou la Régie de l'énergie. Cette situation s'est répétée le 13 avril dernier et plusieurs de nos questions n'ont pu trouver réponse car nous n'avions que les représentants de Gaz Métro devant nous. C'est pourquoi une audience publique nous semble nécessaire sur ce projet afin d'en avoir une vue d'ensemble. Ce projet vise à redémarrer une centrale qui a déjà été identifiée comme polluante au point de décider de la tenir fermée. Les diverses composantes du projet sont beaucoup plus larges que le simple transport de gaz naturel liquéfié par une cinquantaine de camions-citernes chaque semaine. Par conséquent, dans une optique de développement durable, il nous semblerait inconcevable de ne pas en fournir une vue globale à la population ou de ne pas donner à la population l'occasion de se prononcer sur son opportunité. Dans le contexte des accords internationaux de Paris en décembre dernier, auxquels le gouvernement du Québec a donné son appui, il nous paraît essentiel de procéder à l'évaluation d'un tel projet avant de lui permettre de voir le jour. Le gaz fossile qui serait utilisé pour donner suite à ce projet augmenterait nécessairement les gaz à effet de serre émis sur la planète.
Bien que le projet en soi ne dégagerait que minimes émissions, il n'en demeure pas moins que nous devrions éviter d'en produire de nouvelles lorsque l'occasion se présente. De plus, ne faudrait-il pas prendre en compte les émissions en amont du projet, la provenance de ce carburant et la façon dont il a été produit? La nécessité du projet ne nous semble pas claire. Les principaux intervenants en amont de cette décision n'étant jamais présents, nous n'avons d'autre choix que de demander la tenue d'audience publique. Par ailleurs, le Canada est en partie prenante de l'accord sur la traite au méthane dans l'industrie du pétrole et du gaz avec les États-Unis. Nous comprenons mal comment le Québec pourrait se diriger dans une direction inverse à celle avancée par le Canada. Concernant les effets indirects de ce projet, nous nous demandons s'il n'affecterait pas à la hausse le coût de l'électricité pour l'ensemble des citoyens du Québec. Dans un article du Devoir, dont on peut vérifier les sources sur le site de la Régie de l'énergie, il apparaît que ce projet de centrale alimentée au gaz dit naturel nous coûterait à terme 2 milliards de dollars. Cela représente 570 $ par ménage, sans tenir compte des capitaux d'investissement Québec dans l'usine de liquéfaction de gaz métro à Montréal. Ce projet peut-il même mener à l'utilisation du fonds vert pour le transport des hydrocarbures, comme on l'a vu dernièrement. Finalement, nous nous inquiétons aussi de l'effet domino avec d'autres entreprises présentes ou à venir dans le parc industriel en cas de déflagration. En effet, plusieurs industries à fort potentiel explosif sont déjà en cours d'implantation dans ce secteur et nous craignons que l'ajout de ce projet rende cette région vulnérable. Avec les salutations. Merci. Je vous remercie, Mme Dupuis. Alors, j'inviterai un prochain intervenant, M. Jean-Pierre Leduc.